Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la région de l'extrême nord prise au piège des attentats suicides. Une escouade de kamikazes a ciblé le marché populaire de la Mémé pour perpétrer des attentats suicides les plus meurtriers. Cependant, les membres de comités de vigilance ont permis d'éviter le pire et de neutraliser certains de ces kamikazes. Mais ces nouvelles stratégies d'infiltration des terroristes sur le sol camerounais inquiètent de plus en plus l'opinion nationale. La multiplication des accidents ferroviaires entre la Sanaga-Maritime et le Nyong-Ekele remet sur les rails l'épineuse question de la défaillance technique des wagons, mais aussi la vétusté de la voie ferrée. Ces problématiques sont-elles réellement une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics? Dans le chapitre économie, nous ferons le point sur la préparation du budget 2018 avec, à l'ordre du jour, l'austérité budgétaire annoncée dans les dépenses de fonctionnement, mais aussi on fera le point sur la participation des athlètes camerounais aux Jeux de la francophonie qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'extrême nord prise au piège des attentats suicides. Près de 4 kamikazes ont réussi à s'infiltrer dans la localité de la Mémé, située à la région de l'extrême nord, pour perpétrer des attentats suicides les plus meurtriers. Fort heureusement, ils ont été appréhendés par les membres de comités de vigilance. 3 d'entre eux ont déclenché le charge explosive. L'un des kamikazes a été neutralisé. Des précisions avec Amadou Daïrou et Julingue Nyondé. Week-end meurtrier à Mémé, localité située à 13 km de la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Aux premières heures de la matinée du vendredi 28 juillet 2017, 4 kamikazes, dont 3 filles et un garçon âgés entre 12 et 16 ans, ont trouvé la mort alors qu'ils essayaient d'activer leur charge explosive. Les témoins racontent que l'attentat terroriste a eu lieu au quartier Igawa Mémé, où les 3 filles, repérées par les membres du comité de vigilance, n'ont pas hésité à se faire exploser pour échapper aux mains des forces de l'ordre. Le garçon, âgé de 16 ans environ, trouvera quelque temps après, lui aussi la mort, alors qu'il s'apprêtait à prendre le large. Il sera neutralisé par un gendarme-major de la localité. Les populations apeurées expriment leur inquiétude. À chaque fois, ce sont les chefs du comité de vigilance qui se battent au niveau de ces villages. La sécurité, elle est en stand-by, c'est-à-dire qu'elle est en paix. Il faudra que le gouvernement doive augmenter au moins la sécurité. Le bilan fait état de 4 morts côté kamikaze et 5 blessés chez les civils internés à l'hôpital de Mémé. Nous avons reçu 5 blessés et tous les 5 blessés, c'est des blessures légères. Donc, on ne peut pas dire que c'est des blessés graves, donc leur vie n'est pas en danger. La localité de Mémé accueille de nombreux déplacés nigérians et victimes de la guerre contre Boko Haram. Ce n'est pas la première fois qu'elle soit la cible des attentats suicides. Le plus meurtrier s'est produit le 19 février 2016 avec un bilan lourd, au moins 20 morts et une 50aine de blessés. La ville de Mémé, qui est un important centre économique, abrite aussi le siège de la force multinationale chargée de lutter contre la secte terroriste Boko Haram. Je vous le disais en titre, la multiplication des accidents ferroviaires entre la Sanaga-Maritime et le Nyong-Ekele remet sur les rails l'épineuse question de la défaillance technique des wagons, mais aussi la vétusté de la voie ferrée. C'est du moins la première observation faite dans ce reportage signé Eric Marciandjomo qui fait un rapprochement entre le déraillement du train 152 survenu à Ezeka le 21 octobre 2016 et le tout récent survenu dans la Sanaga-Maritime. Reportage. Alors qu'on annonçait le vigile victime de l'accident ferroviaire de Makondo simplement blessé, celui-ci a rendu l'âme quelques temps après succombant à ses blessures suite à une mauvaise prise en charge à Edea.
Il rallonge ainsi la liste des nombreuses victimes des accidents ferroviaires au Cameroun qui pour beaucoup, notamment les deux derniers, se ressemblent sur plusieurs points. D'abord par le fait qu'on parle dans les cas des écarts comme de Macondo de rupture d'attelage. À un moment donné sur le parcours, une partie du train se détache pour plusieurs raisons qui portent sur la vitesse ou sur l'ancrage des wagons. Dans les deux cas, les wagons détachés se sont renversés et ont considérablement détruit la voie ferrée. Selon les experts, l'excès de vitesse sur certaines courbes couplées aux défaillances de freins justifie ces accidents. La qualité des wagons et la fiabilité du système d'attelage de ces véhicules est aussi questionnable. D'autres évoquent enfin la qualité et l'entretien des rails au Cameroun comme cause souvent proche ou lointaine de ces accidents ferroviaires. En pleine saison des pluies, des inondations affectent les performances des différentes brigades de terre installées dans la ville de Douala. C'est le cas à Deido avec la brigade de terre qui est prise au piège par des inondations difficiles pour les éléments de ces forces de défense et de sécurité de pouvoir se mouvoir. On a pu constater que lors de la pluie, les inondations, il est difficile d'accéder à cette brigade de gendarmerie. Des précisions avec Donald Anouzoua et Séverin Tchouban. La saison des pluies impose son rythme à la ville de Douala. Entre usage des parapluies et port de chaussures appropriés, les populations essaient à leur manière de s'arrimer aux caprices du ciel. Par contre, certains édifices administratifs, de par leur position géographique, subissent régulièrement le dictat des inondations. La brigade terre de Deido, dans le premier arrondissement de la ville, en est la parfaite illustration. Sa cour principale, complètement inondée et désormais comparable à un lac artificiellement entretenu, s'est vue transformée en dépotoir de véhicules usés. Aux alentours de l'édifice, la mangrove naissante laisse penser que les occupants partagent l'enceinte avec des reptiles et autres animaux aquatiques. Et c'est dans cet univers qui frise l'horreur que se dresse majestueusement la brigade terre de Deido, dont l'unique voie d'accès est ce pont de fortune constitué de planches portées par des pneus usés. Pour arriver ici, ce n'est pas facile parce que même rien que l'accès pour arriver à la gendarmerie, il y a l'eau partout. Depuis le matin, j'ai nagé seulement pour arriver à la gendarmerie. Si on pouvait vraiment voir comment on peut faire pour ramener presque l'accès pour arriver à la gendarmerie. J'ai même dormi là-bas en cellule, même les toilettes sont tout bouchées dedans. La brigade terre de Deido, qui n'a pas été délocalisée dès l'entame des travaux de construction du deuxième pont sur le Vouri, mérite aujourd'hui de sortir de ce bourbier qui empêche à tout point de vue un meilleur rendu du service public. Comment expliquer le faible taux des investissements publics dans le département, l'un des départements les plus enclavés du Cameroun? Le coupé Manengouba est confronté à des infrastructures routières impraticables et une insalubrité ambiante. C'est le constat que font Jacques Mollon et Mirabel Mazo dans ce reportage. Le taux de réalisation du budget d'investissement dans le coupé Manengouba est en baisse de 7%. C'est ce qui ressort des travaux physico-financiers tenus dans ce département. Selon le rapport, on est passé de 25% l'année dernière à 18% cette année. Une baisse qui s'explique par la lenteur et la légèreté avec laquelle la communauté urbaine exécute les travaux. Le taux reflète la baisse générale de la région. Même facteur de chaque année qui surgissent, n'est-ce pas, la maturation du dossier qui prend du temps, qui prend beaucoup de temps. C'est pour cela que nous décrions surtout l'absence de maire dans pareilles réunions. À Bangem, celui du département du coupé Manengouba, sur les 47 projets envisagés, seuls 17 projets ont été réalisés pour un taux financier de 8,92% et 18,76% de taux physique. On n'est pas détaillé parce que quand on essaye de voir le niveau d'exécution du budget de l'année dernière, au même moment, nous étions à un pourcentage de 25,76%. Actuellement, au sortir de cette réunion, nous sommes à un pourcentage de 18%. Alors, la situation n'est pas bonne pour le département du coupé Manengouba. Pour le représentant du préfet du coupé Manengouba,
Il est impératif de régler le problème de la sous-consommation des crédits tout en veillant sur la qualité de la dépense publique. Nous espérons que les techniciens pourront apporter d'amples solutions par rapport à la troisième réunion qui aura lieu d'ici 3 mois. Le coupé Manengumba, l'un des départements de la région du Sud-Ouest, fait face au problème d'enclavement des routes, d'insalubrité, surtout en cette période des pluies. Dans un tel contexte, aucun plan de redressement économique n'est possible sans la réduction du train de vie de l'État. Cette prescription du FMI va-t-elle être respectée lors de l'élaboration du budget 2018 ? Toutes les administrations publiques et les départements ministériels sont d'ores et déjà prévenus sur les priorités axées sur les investissements et l'austérité annoncée dans les dépenses de fonctionnement. Un comité interministériel s'est réuni à Yaoundé pour l'élaboration du budget 2018. Emmanuel Diop et Guy Zogo. La 6e session du comité interministériel des programmes s'est ouverte à Yaoundé. Cette instance, chapeautée par le ministère des Finances, fait le point sur la nomenclature et l'exécution budgétaire au Cameroun. Ce comité, cette fois-ci, se tient dans un contexte particulier au regard des enjeux stratégiques, économiques, sécuritaires que traverse notre sous-région, mais aussi au regard de la volonté déterminée d'amener notre pays vers l'émergence à l'horizon 2035. Les leçons du passé servent d'aiguillon pour le présent, avec en prime l'accompagnement des partenaires. Nous pouvons donc regarder le passé avec beaucoup de satisfaction. Ce passé va nous aider à mieux appréhender le présent. Ce présent est marqué par l'avènement d'une nouvelle dynamique soutenue par nos partenaires internationaux pour donner plus d'impetus à notre économie à travers la facilité élargie de crédit octroyée par le Fonds monétaire international à notre pays. Outre donc le soutien du Fonds monétaire international, d'autres partenaires sont attendus. Il faut s'attendre à ce que d'autres partenaires, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'Agence française de développement, apportent additionnellement plus de 800 milliards. Ces ressources doivent permettre l'exécution cohérente, l'exécution régulière, conforme des programmes qui sont portés par les administrations publiques. Mais au-delà, l'heure est à serrer la ceinture dans la perspective de la réduction du train de vie de l'État. Il est important de garder à l'esprit une ligne de conduite, la réduction du train de vie de l'État. Cette réduction du train de vie de l'État s'articule autour de la mobilisation optimale des ressources, mais aussi une gestion cohérente, rigoureuse, disciplinée de la dépense. Tout un challenge que l'administration publique camerounaise doit encore relever. Dans le reste de l'actualité, le probatoire reste la bête noire des candidats à l'entrée, à l'examen d'entrée en terminale. Selon les statistiques de l'OBC, le taux d'échec est retentissant. Il tourne autour de 75%, le taux d'échec au probatoire, mais on constate qu'ils sont de plus en plus nombreux des candidats recalés qui contestent les résultats à la fois du baccalauréat et du probatoire. Ils sont une trentaine qui frappent aux portes de l'OBC, l'OBC qui a reçu une montagne de requêtes, mais très peu aboutissent en raison des procédures souvent draconiennes. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Au siège de l'Office du baccalauréat du Cameroun, le service accueil et renseignement ne désemplit pas depuis la publication des résultats. Au milieu des usagers qui se bousculent, ceux qui contestent leur échec au baccalauréat et au probatoire. Dans le baccalauréat sorti, je n'étais pas satisfait de mon résultat puisque j'ai échoué. Je suis là venu pour une vérification et pour voir si ça peut aboutir à quelque chose. Parce que si mes faits ont été bien corrigés, je ne suis pas sûr que je suis allé au-delà en deçà de 10 de moyenne. Pendant l'année scolaire, je n'étais pas en deçà de 11,60 de moyenne. Ceux des candidats qui ont perdu la voie, comme Patrice, se font aider par leurs parents. J'ai arrêté le probatoire, mais je ne sais pas pourquoi, alors qu'en classe de bonnes notes. Ces enseignants se plaignent, même se posent la question de savoir pourquoi il a raté le probatoire. On m'a demandé de faire la photocopie, de faire le dossier, je dépose, avec 50 000. C'est à la porte 105 que toutes les requêtes relatives à la contestation des résultats sont déposées. Oui, en termes de requêtes, depuis lundi dernier, nous avons reçu une trentaine de parents, principalement ceux du baccalauréat enseignement secondaire général, quelques parents de l'enseignement technique, notamment
spécialité SES, AK et CG. Je crois un par an de l'examen probatoire. Oui, tous revendiquent l'admission. Ils contestent leurs résultats en fait. Toutes les requêtes sont acceptées, mais à certaines conditions. Dossier qui comprend les 3 bulletins trimestriels, un récapitulatif annuel avec une moyenne de 11 sur 20 au moins, une demande manuscrite adressée à monsieur le directeur portant l'avis favorable du chef d'établissement et une caution remboursable en cas de succès de 50 000 francs. Le dépôt des requêtes donne lieu à une vérification qui peut déboucher sur un résultat positif pour le candidat. Mais dans des cas bien rares. Le taux d'admission après le contrôle est généralement très bas. Ça dépend. Il y a des sessions, on peut avoir un candidat, d'autres 2 ou 3, ou trop peut-être 5 sur une centaine. Ces 4 dernières années, c'était un candidat. Le délai de dépôt des requêtes est de 2 semaines après la publication des résultats de l'examen concerné. Sur les procédures d'examen de ces requêtes à l'office du baccalauréat, je vous propose de suivre les éclairages de Christiane Epoupa, les chargée d'études des examens de l'enseignement secondaire général à l'OBC. Alors, lorsque le dossier est accepté, nous dépouillons après réception de tous les dossiers et lorsque nous avons arrêté les réceptions, nous allons constituer des jurys de contrôle. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous allons retrouver les centres de correction et de délibération de ces copies pour qu'on aille récupérer les copies pour les apporter ici en vue d'un contrôle par une commission mise en place par le ministre, présidée par un président de jury. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Les copies sont contrôlées au départ à partir des en-têtes. On s'assure que c'est bien la copie du candidat et puis après nous nous assurons que les totaux, les coefficients ont été bien respectés. Et sinon, on apporte des corrections. Il y a 2 ans, c'était une erreur de coefficient. Il y a erreur de total. Et puis, il y a aussi erreur au niveau de la copie elle-même. C'est-à-dire qu'il y a eu interversion de copie. C'est-à-dire une copie qui a été mal placée. L'escale internationale du 2e tour et dernier tour des élections législatives au Congo-Brazzaville, boycottée par une partie de l'opposition. Elle dénonce des fraudes alors que le parti au pouvoir a déjà remporté pratiquement la moitié des sièges au premier tour. Plusieurs incidents ont émaillé le vote du 30 juillet dans certains quartiers de Brazzaville, mais aussi dans d'autres provinces du Congo-Brazzaville. Et le parti au pouvoir, celui de Denis Sassou Nguesso, est justement assuré de pouvoir remporter la majorité des sièges, malgré le boycott d'une partie de l'opposition au Congo-Brazzaville. En sport, après 10 jours de compétition, les 8e Jeux de la francophonie ont été bouclés à Abidjan et le Cameroun revient avec plus de médailles que initialement attendu par la délégation camerounaise, cette délégation qui doit arriver en principe demain matin très tôt. Quel est le bilan de la participation des athlètes camerounais à cette compétition panafricaine? Des précisions avec Séverin Tchouban et Nana Paul Sabin. Au départ, le Cameroun ambitionnait battre son propre record aux Jeux de la francophonie. Objectif atteint à l'heure du bilan. Avec 21 médailles, dont 5 en or, la team Cameroun n'avait jamais récolté une aussi bonne moisson. De toute l'histoire de ces Jeux de la solidarité francophone, le meilleur résultat de notre pays en 6 participations était celui réalisé il y a 4 ans lors des Jeux de Nice en France. Le Cameroun était revenu avec 17 médailles, dont 3 en or. À Abidjan, les compétiteurs camerounais sont donc montés en puissance, battant leur propre record. Une nette progression due aux exploits de nos plénipotentiaires dans les épreuves de lutte, athlétisme, danse, handisport et judo. Si au cœur de ces sports individuels, les médailles d'or Orion Ndokmo, Emilienne et Sommet Tiako, Aimé Atchunko et les artistes du hip-hop ont fait entendre l'hymne national du Cameroun à 5 reprises au pays de Félix Houphouët-Boigny. Les grosses déceptions dans la tanière des lions et lions indomptables sont venues des sports collectifs.
Les basketteuses et les footballeurs sont revenus bredouilles au bercail. Une fois de plus, les sports, parents pauvres de la politique sportive du gouvernement camerounais, comme la lutte ou le handisport, ont fait flotter le drapeau vert ou jaune aux côtés de celui de la France, championne générale de ces 9e Jeux de la francophonie. Même la Côte d'Ivoire, pays hôte, n'a pas fait mieux que le Cameroun. Cependant, malgré le contexte d'insécurité, le retard accusé dans les préparatifs et le désintéressement du public, Abidjan a réussi l'organisation de cette compétition majeure qui a vu la participation de 3500 jeunes sportifs et artistes représentant 53 pays. Rendez-vous a été pris au Canada pour les 9e Jeux de la francophonie en 2021. C'est un cauchemar pour les populations résidant dans la capitale économique du Cameroun, la pénétrante ouest de Douala, qui est le théâtre de nombreux embouteillages pour les populations qui empruntent cet axe qui est situé à Bonabéry, dans le 4e arrondissement. Et lors de la descente et la visite de travail du ministre des Travaux publics, le chef chantier de la pénétrante ouest de Douala pointe du doigt la communauté urbaine qui n'a pas jusqu'ici pu retirer le monument du cinquantenaire qui est accusé d'être à l'origine de la faible avancée des travaux d'aménagement de la pénétrante ouest de Douala. Emmanuel Nganou-Djoumessi a pu être édifié sur les difficultés rencontrées dans la construction de cette pénétrante ouest. Des précisions avec Innocent Abega et Sylvestre Zangaou. Des kilomètres à pied pour partir de Bonabéry au rond-point d'Eido. Plusieurs habitants de Douala 4e préfèrent se prêter à cet exercice pas toujours facile que de passer des heures coincés dans les embouteillages. Pourtant, les travaux de construction de la pénétrante ouest de Douala sont réalisés à 85%. Mais les embouteillages persistent, principalement à cause du monument du cinquantenaire, que tarde à déplacer la communauté urbaine de Douala. Selon le chef de mission de contrôle du chantier, qu'il a dit au ministre des Travaux publics. Nous avons le seul problème du déplacement du monument du cinquantenaire pour pouvoir élargir la surface disponible et diminuer un peu ce problème de congestion de trafic qui chez nous, au jour d'aujourd'hui, se pose à ce niveau, au jour d'aujourd'hui. Je vais vous donner un certain nombre de jours tout à l'heure pour que ça n'existe plus. Et si pendant cette période, ce n'est pas déplacé, je vais donner l'ordre de casser. Parce que ça nous fait assumer les charges. Notez que là aussi réside une bonne partie du problème. Les travaux en cours empêchent la fluidité de la circulation. Et pas seulement. La brigade terre de Deido est presque enfouie dans un cratère et difficilement accessible. En ce lieu qui a abrité, il y a quelques années, la cérémonie de pose de la première pierre du second pont sur le Vouri, présidée par Paul Biya. Au 31 juillet 2017 donc, seule la locomotive et ses wagons peuvent fièrement circuler sur les rails grâce à la mise en service du viaduc ferroviaire et de la voie ferrée, aménagé sur l'itinéraire d'Eido-Bonabéry. Voilà le viaduc routier, le viaduc ferroviaire de ce pont qui est mis en service. On peut considérer que la grande réussite est à notre portée. Les populations de la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, attendent, comme des chrétiens, un messie, la mise en service de ce second pont sur le Vouri. Elles, ces populations qui au quotidien vivent une véritable souffrance pour partir de Douala 4e pour l'autre partie de la ville de Douala. Sur ce second pont en construction sur le Vouri, pour Equinox Télévision, Innocent Abegaouna, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Et la souffrance et le calvaire des populations vont encore durer pendant près d'un an. Selon le pointage du ministre des Travaux publics, le second pont sur le Vouri et l'aménagement du rond-point d'Eido pourront être réceptionnés d'ici
octobre 2018, encore un nouveau calendrier de réception de ces travaux sur le second pont, sur le Vouri. Et le ministre des Travaux publics estime que le gouvernement est serein quant aux différents chantiers structurants relatifs à l'organisation de la CAN 2019. Je vous propose de l'écouter, Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Maintenant, un public reportage. Si vous êtes de passage ou résident à Yaoundé, vous pouvez profiter des différentes réductions offertes dans les supermarchés Dove. Les prix ont baissé jusqu'à 50% pour les produits agroalimentaires ou électroménagers dans presque tous les rayons. Une opération de charme à l'endroit de ses clients qui va durer jusqu'au 6 août. Reportage. C'est reparti avec les 10 jours de folie sur les prix dans les supermarchés Dove. Jusqu'au 6 août 2017, c'est le sasaye sur tous les produits avec des réductions allant jusqu'à 50%. Une véritable aubaine pour les consommateurs. 10 jours pendant lesquels Dove récompense toute sa clientèle en leur donnant la possibilité de faire des achats en même temps en faisant des économies sur tous les produits, que ce soit dans le rayon parfumerie, alimentation, la cave, que ce soit dans le rayon bazar, layette. Nous permettons à tous nos clients de venir faire des achats à des prix vraiment fou. Profitez, ne soyez pas les derniers. À peine lancés, les 10 jours de sasaye de Dove attirent déjà du beau monde. Au milieu de la clientèle qui se bouscule, un Camerounais de la diaspora américaine, mais également une consommatrice venue du Burkina Faso. I'm only here for 5 days and I always want a store where I can get the same thing in America. Here, and I come to Dove and wonderful prices, good prices. I love it. I've been here 5 days already and I've come here 7 times. So it's awesome. 10 jours, ça y est, c'est une belle promo parce que ça fait beaucoup d'articles qu'on peut acheter et puis on bénéficie en plus de superbes réductions. Et on va en profiter parce qu'on a de la famille aussi qui arrive aujourd'hui et tout ça. Bon, moi je suis burkinabé. Et je viens d'arriver au Cameroun et je trouve que le Cameroun est bien fourni, surtout à Dove. C'est l'exemple chez moi parce que je viens surtout ici et pas ailleurs. Et j'invite tout le monde, toute la communauté étrangère aussi et même la communauté camerounaise à venir profiter parce que c'est sur 10 jours et ça ne va pas le faire souvent, quoi. Avec des rayons bien fournis qui en plus ont connu un relooking général. C'est avec beaucoup d'aisance que les fidèles clients profitent de cette autre action citoyenne qui permet de lutter contre la vie chère tout en procurant du travail aux jeunes Camerounais. Nous profitons par la même occasion pour féliciter tous les heureux candidats au probatoire. Nous appelons tous les parents à venir faire des cadeaux à leurs enfants, à tous ceux qui ont réussi à leur examen. Et n'oubliez pas, chaque achat effectué à Dove, que ce soit à Dove Bastos, à Dove Mendon, à Dove Tongolo, à Dove Mokolo, contribue à la création d'un emploi pour un jeune Camerounais. Alors, un seul mot, tous à Dove, pour profiter des 10 jours de folie sur les prix. Les produits Dove sont des produits de très bonne qualité, d'avoir les produits à moindre coût. L'Union camerounaise de brasserie en parfaite communion avec ses meilleurs clients à travers sa campagne Quality Bière, Quality Cadi Bière, une campagne qui a vu de heureux consommateurs de la Cadi Bière être récompensés à travers de nombreux lots. Reportage. Des moments de qualité, on en a encore eu droit avec la marque Cajibien via la cérémonie de récompense de gagnants de la campagne Quality Bee, Quality Life, cette fois de la ville de Yaoundé. Parmi les milliers de consommateurs, seuls 8 ont eu la chance d'arriver à la dernière ligne droite et c'est à l'Olympia Snack Bar qu'ils ont été reçus par toute la grande famille de l'Union camerounaise de brasserie de Yaoundé et même de Douala déplacés pour l'occasion. Bien installé et prêt à vivre cet ultime moment exceptionnel offert par la marque Cajibien, c'est avec beaucoup d'attention que les candidats ont écouté le procédé de tirage au sort qui déterminera le gagnant de l'un des terrains viabilisés de 250 mètres carrés mis en jeu. Stressés,
impatients, mais tout aussi confiants, les candidats fidèles consommateurs ont subi les 3 étapes du tirage au sort, à l'issue duquel un seul en est sorti vainqueur et naturellement propriétaire du fameux terrain viabilisé de 250 mètres carrés. Et bien évidemment, inutile de préciser son explosion de joie. Une espèce de joie qui m'anime. Après, tout le temps, ça marche. Parce qu'on ne peut pas de tirer au sort, on se laisse au sort. Et en dernier au sort, moi, j'ai tiré la boucle gagnante. Je ne peux que t'expliquer un peu, vous dire, j'ai animé de joie et je sais que Dieu m'avait prévu ce terrain et il me l'a donné. Monsieur Chouani Alexandre a vu sa fidélité être récompensée par ce magnifique lot qui, en soi, marque un grand tournant dans la vie d'un homme, comme le précise M. Tchoupé Patrice, directeur commercial et marketing de l'Union camerounaise de brasserie. Nous savons qu'avoir un terrain, c'est un des pas essentiels vers l'affirmation en tant qu'un homme. Et c'est pour ça que cette campagne a eu pour lot majeur le terrain et avoir l'engouement qu'il y a eu tout à l'heure, je pense que nous sommes tous particulièrement satisfaits. Nous demandons aux consommateurs de continuer à nous accompagner dans cette activité. Et c'est avec le même engouement que le gagnant, toujours accompagné de la famille UCB, s'est rendu dans un autre coin de la ville de Yaoundé, illuminé par le carpodium de l'Union camerounaise de brasserie, pour célébrer cette grande victoire, sa victoire avec Kajibir. Kajibir, savourez la qualité. La multiplication des accidents ferroviaires entre la Sanaga-Maritime et le Nyong-Ekele remet sur les rails l'épineuse question de la défaillance technique des wagons, mais aussi la vétusté de la voie ferrée au Cameroun. Ces problématiques sont-elles une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics? On en parle dans une poussière de seconde. Je reçois sur ce plateau un spécialiste du chemin de fer, Elias Minkoumou. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes agent assermenté du chemin de fer. Vous avez été à la tête de la division du personnel conduite à Camrail, mais aussi vous avez siégé au conseil d'administration de la régie Fercam en tant que représentant du personnel. Aujourd'hui, vous êtes en retraite. Oui. Alors, ce déraillement d'un train marchandises survenu dans la Sanaga-Maritime inquiète davantage les experts du chemin de fer. Quel est votre diagnostic à ce sujet? Bon, dans le tête de jeu, ce que je peux vous dire, c'est que je suis quand même surpris que c'est que maintenant que les Camerounais s'intéressent à la chose ferroviaire. Cet incident, moi-même en tant que conducteur de train, je l'avais vécu. Ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement au chemin de fer. C'est l'incident, pour moi, c'est l'incident du train 152, parce qu'il y a eu des morts qui suscitent maintenant l'intérêt ferroviaire. Ok. Donc, pour moi, l'incident qui s'est passé entre Edé à Macondo et le 152, pour moi, je fais un petit lien. Quel est le lien que vous établissez entre ces deux déraillements? Ok, ça veut dire qu'en matière ferroviaire, il y a un théorème, comme en mathématiques. En mathématiques, il y a le théorème de Pythagore, il y a le théorème de Thalès et autres et autres. En ferroviaire, il y a un théorème en cas de déraillement. On dit ceci en ferroviaire. Lorsque survient un déraillement, ceci ne fait qu'une conjonction de plusieurs anomalies. Ça veut dire que quand un déraillement se produit, il faut trouver les causes, soit sur les wagons, soit on va trouver les causes sur le wagon, sur la voie, et parfois aussi sur le comportement du personnel. À l'analyse de ces deux déraillements, celui du train 152 survenu à Ezeka et le plus récent à Macondo, quelles sont les anomalies que vous pouvez identifier dans ce nouveau déraillement? Vous savez, le temps est trop court pour pouvoir expliquer. Parce que si on regarde bien, tel que j'ai vu à la télé, ces deux déraillements, pour le 152, c'est les derniers wagons qui sont séparés et tombés dans le ravin. Ok? Pour le dernier train de Macondo, la même chose, c'est les derniers wagons qui se sont dételés et déraillés. Si vous regardez bien l'incident de Macondo, le wagon avait la direction du ravin, mais comme c'est un talus, c'est le talus qui l'a retardé.
Mais s'il y avait un ravin, ce wagon serait parti dans le ravin. Donc, en matière ferroviaire, ce que je peux vous dire brièvement, c'est que quand un train circule, il y a des mouvements, il y a des forces, comment je peux dire, il y a des mouvements parasites que les trains subissent. Ok? Ces mouvements parasites, à une certaine vitesse, à partir peut-être de 40-50 à l'heure, fait en sorte que si le wagon, au niveau des attelages, s'il y a un léger défaut sur les attelages et que ça rencontre également la voie, l'association des deux va faire en sorte que les attelages se lâchent et le train va se séparer en deux. Maintenant, une fois le train séparé en deux, le wagon lâché, c'est-à-dire la partie du wagon lâché qui est à l'arrière, ne plus tracté, ne plus tiré, parce que la locomotive exerce un effort de traction. Parce qu'il faut savoir que lorsque le train négocie, je vais expliquer ça pour que vos téléspectateurs comprennent. Lorsque le train est sur une ligne droite, l'axe de la voie et l'axe du wagon se coïncident. Il n'y a aucun problème. Le train peut aller même en excès de vitesse, il n'y a aucun problème. Maintenant, en courbe, quand le train négocie la courbe, les wagons, c'est-à-dire que les extrémités du wagon se décalent vers l'extérieur de la grande courbe, du grand rayon, alors que le milieu du wagon, lui, vient vers l'intérieur. Ça veut dire que le wagon n'est plus en phase avec la voie, en courbe. En clair, Elias Minkoumou voulait dire que les courbes sur la voie ferrée sont accidentogènes au Cameroun? Ah, pas au Cameroun, c'est partout. C'est partout, pas le problème du Cameroun, c'est partout. La seule chose, il ne faut pas que le wagon se détale. Si ça se détale, ok, et que ça trouve une anomalie, automatiquement le wagon va partir. Parce qu'il n'y a plus rien qui le retient. Parce que quand le train négocie une courbe, c'est la locomotive qui tire. Est-ce que les wagons aussi et la locomotive ne peuvent pas avoir des problèmes relatifs à des différences techniques, à des capacités à pouvoir gérer de tels virages qui se présentent aussi dangereux que vous le décrivez? Ça dépend d'abord de la vitesse, d'une part, et ça dépend aussi de l'état de la voie, et ça dépend aussi également comment le wagon est chargé. Ok, ça dépend de comment le wagon est chargé. Mais sinon, en règle générale, lorsqu'un wagon négocie une courbe, il est complètement exposé. Il est exposé. Je prends un exemple simple. Si vous êtes en Okoti, il y a une semi-remorque qui vient de la gare de Bassa pour lever la CCC. Ok? Vous êtes du côté d'Oximbi. Quand le chauffeur braque et que l'engin regarde la CCC, la remorque, elle, ne regarde pas encore la CCC, elle regarde une d'Oximbi. C'est quand le chauffeur continue à accélérer que maintenant, par la force de la traction. Comment résoudre ce type de problème en quelques mots? Non, disons qu'on ne peut pas le résoudre, c'est tout à fait normal. Ça, c'est un problème physique. C'est physique, c'est-à-dire que je vous ai pris l'exemple de la semi-remorque, même les trains subissent les mêmes choses. C'est-à-dire que les wagons subissent les mêmes choses. Ce n'est pas nouveau. Ça, ce n'est pas un problème de camarade, c'est un problème, c'est dans tous les chemins de fer du monde. Ce que je vous dis là, c'est dans les documents ferroviaires. Merci Elias Minkoumou. Je rappelle que vous êtes spécialiste du chemin de fer. Je vous en prie en quelques secondes. Oui. La précision que je voudrais donner, c'est que nous, au Cameroun, nous n'avons pas la chance. Parce que les chemins de fer camerounais exploitent la marchandise. Les trains marchandises font mal à la voie. Alors qu'en Europe, c'est plutôt les trains voyageurs. Les trains voyageurs n'abîment pas la voie comme les trains de marchandises. Je prends un exemple, le Mbanga Kuba, c'est les trains voyageurs. On ne parle jamais de déraillement là-bas. Parce que les trains marchandises n'y vont pas. Mais chez nous, voilà, Ngaoundé, c'est les marchandises. Ça abîme la voie et ce n'est pas facile. Merci pour cette dernière précision. Elias Minkoumou, spécialiste du chemin de fer, ancien chef de division du personnel de conduite à Camrail et agent sermenté du chemin de fer. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour suivre juste après ce journal 100% foot présenté par Étienne Pascal Azegué. Merci de rester sous cette même antenne. Ok, je crois que ça a été. N'est-ce pas, la maturation du dossier qui prend du temps, qui prend beaucoup de temps. C'est pour cela que nous décrions surtout l'absence de maire dans de pareilles réunions.
À Bangem, chef-lieu du département du Coupé Manengumba, sur les 47 projets envisagés, seuls 17 projets ont été réalisés pour un taux financier de 8,92% et 18,76% de taux physique. L'action n'est pas détaillée parce que quand on essaye de voir le niveau d'exécution du budget de l'année dernière, au même moment, nous étions à un pourcentage de 25,76%. Et actuellement, au sortir de cette réunion, nous sommes à un pourcentage de 18%. Alors, la situation n'est pas bonne pour le département du Coupé Manengumba. Pour le représentant du préfet du Coupé Manengumba, il est impératif de régler le problème de la sous-consommation des crédits tout en veillant sur la qualité de la dépense publique. Nous espérons que les techniciens pourront apporter d'amples solutions par rapport à la troisième réunion qui aura lieu d'ici 3 mois. Le Coupé Manengumba, l'un des départements de la région du Sud-Ouest, fait face au problème d'enclavement des routes, d'insalubrité, surtout en cette période des pluies. Dans un tel contexte, aucun plan de redressement économique n'est possible sans la réduction du train de vie de l'État. Cette prescription du FMI va-t-elle être respectée lors de l'élaboration du budget 2018 ? Toutes les administrations publiques et les départements ministériels sont d'ores et déjà prévenus sur les priorités axées sur les investissements et l'austérité annoncée dans les dépenses de fonctionnement. Un comité interministériel s'est réuni à Yaoundé pour l'élaboration du budget 2018. Emmanuel Diop et Guy Zogo. La 6e session du comité interministériel des programmes s'est ouverte à Yaoundé. Cette instance, chapeautée par le ministère des Finances, fait le point sur la nomenclature et l'exécution budgétaire au Cameroun. Ce comité, cette fois-ci, se tient dans un contexte particulier au regard des enjeux stratégiques, économiques, sécuritaires que traverse notre sous-région, mais aussi au regard de la volonté déterminée d'amener notre pays vers l'émergence à l'horizon 2035. Les leçons du passé servent d'aiguillon pour le présent, avec en prime l'accompagnement des partenaires. Nous pouvons donc regarder le passé avec beaucoup de satisfaction. Ce passé va nous aider à mieux appréhender le présent. Ce présent est marqué par l'avènement d'une nouvelle dynamique soutenue par nos partenaires internationaux. En pleine saison des pluies, des inondations affectent les performances des différentes brigades de terre installées dans la ville de Douala. C'est le cas à Deido avec la brigade de terre qui est prise au piège par des inondations. Difficile pour les éléments de ces forces de défense et de sécurité de pouvoir se mouvoir. On a pu constater que lors de la pluie, les inondations, il est difficile d'accéder à cette brigade de gendarmerie. Des précisions avec Donald Anouzoua et Séverin Tchouban. La saison des pluies impose son rythme à la ville de Douala. Entre usage des parapluies et port de chaussures appropriés, les populations essaient à leur manière de s'arrimer aux caprices du ciel. Par contre, certains édifices administratifs, de par leur position géographique, subissent régulièrement le diktat des inondations. La brigade terre de Deido, dans le premier arrondissement de la ville, en est la parfaite illustration. Sa cour principale, complètement inondée, et désormais comparable à un lac artificiel mal entretenu, s'est vu transformé en dépotoir de véhicules usés. Aux alentours de l'édifice, la mangrove naissante laisse penser que les occupants partagent l'enceinte avec des reptiles et autres animaux aquatiques. Et c'est dans cet univers qui frise l'horreur que se dresse majestueusement la brigade terre de Deido, dont l'unique voie d'accès est ce pont de fortune constitué de planches portées par des pneus usés. Pour arriver ici, ce n'est pas facile parce que même rien que l'accès pour arriver à la gendarmerie, il y a l'eau partout. Depuis le matin, j'ai nagé seulement pour arriver à la gendarmerie. Si on pouvait vraiment voir comment on peut faire pour ramener que l'accès pour arriver à la gendarmerie. J'ai même dormi là-bas en cellule, même les toilettes sont tout bouchées dedans. La brigade terre de Deido, qui n'a pas été délocalisée dès l'entame des travaux de construction du deuxième pont sur le Vouri, mérite aujourd'hui de sortir de ce bourbier qui empêche à tout point de vue un meilleur rendu du service public.
Comment expliquer le faible taux des investissements publics dans le département, l'un des départements les plus enclavés du Cameroun? Le coupé Manengouba est confronté à des infrastructures routières impraticables et une insalubrité ambiante. Le constat que font Jacques Mollon et Mirabel Mazo dans ce reportage. Le taux de réalisation du budget d'investissement dans le coupé Manengouba est en baisse de 7%. C'est ce qui ressort des travaux physico-financiers tenus dans ce département. Selon le rapport, on est passé de 25% l'année dernière à 18% cette année. Une baisse qui s'explique par la lenteur et la légèreté avec laquelle la communauté urbaine exécute les travaux. Le taux reflète la baisse générale de la région. Même facteur chaque année qui surgissent. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la région de l'extrême nord prise au piège des attentats suicides. Une escouade de kamikazes a ciblé le marché populaire de la Mémé pour perpétrer des attentats suicides les plus meurtriers. Cependant, les membres du comité de vigilance ont permis d'éviter le pire et de neutraliser certains de ces kamikazes. Mais ces nouvelles stratégies d'infiltration des terroristes sur le sol camerounais inquiètent de plus en plus l'opinion nationale. La multiplication des accidents ferroviaires entre la Sanaga maritime et le Nyong-Ekele remet sur les rails l'épineuse question de la défaillance technique des wagons, mais aussi la vétusté de la voie ferrée. Ces problématiques sont-elles réellement une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics? Dans le chapitre économie, nous ferons le point sur la préparation du budget 2018 avec, à l'ordre du jour, l'austérité budgétaire annoncée dans les dépenses de fonctionnement, mais aussi on fera le point sur la participation des athlètes camerounais aux Jeux de la francophonie qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'extrême nord prise au piège des attentats suicides. Près de 4 kamikazes ont réussi à s'infiltrer dans la localité de la Mémé, située à la région de l'extrême nord, pour perpétrer des attentats suicides les plus meurtriers. Fort heureusement, ils ont été appréhendés par les membres du comité de vigilance. 3 d'entre eux ont déclenché le charge explosive. L'un des kamikazes a été neutralisé. Des précisions avec Amadou Daïrou et Julingue Nyondé. Week-end meurtrier à Mémé, localité située à 13 km de la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Aux premières heures de la matinée du vendredi 28 juillet 2017, 4 kamikazes, dont 3 filles et un garçon âgés entre 12 et 16 ans, ont trouvé la mort alors qu'ils essayaient d'activer leur charge explosive. Les témoins racontent que l'attentat terroriste a eu lieu au quartier Igawa Mémé, où les 3 filles, repérées par les membres du comité de vigilance, n'ont pas hésité à se faire exploser pour échapper aux mains des forces de l'ordre. Le garçon, âgé de 16 ans environ, trouvera quelque temps après, lui aussi la mort, alors qu'il s'apprêtait à prendre le large. Il sera neutralisé pour donner plus d'impetus à notre économie à travers la facilité élargie de crédit octroyée par le Fonds monétaire international à notre pays. Outre donc le soutien du Fonds monétaire international, d'autres partenaires sont attendus. Il faut s'attendre à ce que d'autres partenaires, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'Agence française de développement, apportent additionnellement plus de 800 milliards. Ces ressources doivent permettre l'exécution cohérente, l'exécution régulière, conforme des programmes qui sont portés par les administrations publiques. Mais au-delà, l'heure est à serrer la ceinture dans la perspective de la réduction du train de vie de l'État. Il est important de garder à l'esprit une ligne de conduite, la réduction du train de vie de l'État. Cette réduction du train de vie de l'État s'articule autour de la mobilisation optimale des ressources, mais aussi une gestion cohérente, rigoureuse, disciplinée de la dépense. Tout un challenge que l'administration publique camerounaise
doit encore relever. Dans le reste de l'actualité, le probatoire reste la bête noire des candidats à l'examen d'entrée en terminale. Selon les statistiques de l'OBC, le taux d'échec est retentissant. Il tourne autour de 75%, le taux d'échec au probatoire, mais on constate qu'ils sont de plus en plus nombreux des candidats recalés qui contestent les résultats à la fois du baccalauréat et du probatoire. Ils sont une trentaine qui frappent aux portes de l'OBC, l'OBC qui a reçu une montagne de requêtes, mais très peu aboutissent en raison des procédures souvent draconiennes. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Au siège de l'Office du baccalauréat du Cameroun, le service accueil et renseignement ne désemplit pas depuis la publication des résultats. Au milieu des usagers qui se bousculent, ceux qui contestent leur échec au baccalauréat et au probatoire. Dans le baccalauréat sorti, je n'étais pas satisfait de mon résultat puisque j'ai échoué. Je suis là venu pour une vérification et pour voir si ça peut aboutir à quelque chose. Parce que si mes faits ont été bien corrigés, je ne suis pas sûr que je suis allé au-delà en deçà de 10 de moyenne. Pendant l'année scolaire, je n'étais pas en deçà de 11,60 de moyenne. Ceux des candidats qui ont perdu la voie, comme Patrice, se font aider par leurs parents. J'ai arrêté le probatoire, mais je ne sais pas pourquoi, alors qu'en classe de bonnes notes. Ces enseignants se plaignent, même se posent la question de savoir pourquoi il a raté le probatoire. On m'a demandé de faire la photocopie, de faire le dossier, je dépose, avec 50 000. C'est à la porte Sansin que toutes les requêtes relatives à la contestation des résultats sont déposées. Oui, en termes de requêtes, depuis lundi dernier, nous avons reçu une trentaine de parents, principalement ceux du baccalauréat enseignement secondaire général. Quelques parents par un gendarme-major de la localité. Les populations apeurées expriment leur inquiétude. À chaque fois, ce sont les chefs le comité de vigilance qui se battent au niveau de ces villages. La sécurité, elle est en stand-by, c'est-à-dire qu'elle est en paix. Il faudra que le gouvernement doive augmenter au moins la sécurité. Le bilan fait état de 4 morts côté kamikaze et 5 blessés chez les civils internés à l'hôpital de Mémé. Nous avons reçu 5 blessés. Et tous les 5 blessés, c'est des blessures légères. Donc, on ne peut pas dire que c'est des blessés graves. Donc, leur vie n'est pas en danger. La localité de Mémé accueille de nombreux déplacés nigérians et victimes de la guerre contre Boko Haram. Ce n'est pas la première fois qu'elle soit la cible des attentats suicides. Le plus meurtrier s'est produit le 19 février 2016 avec un bilan lourd, au moins 20 morts et une cinquantaine de blessés. La ville de Mémé, qui est un important centre économique, abrite aussi le siège de la force multinationale chargée de lutter contre la secte terroriste Boko Haram. Je vous le disais en titre, la multiplication des accidents ferroviaires entre la Sanaga maritime et le Nyong-Ekele remet sur les rails l'épineuse question de la défaillance technique des wagons, mais aussi la vétusté de la voie ferrée. C'est du moins la première observation faite dans ce reportage signé Éric Marcian-Djomo qui fait un rapprochement entre le déraillement du train 152 survenu à Ezeka le 21 octobre 2016 et le tout récent survenu dans la Sanaga maritime. Reportage. Alors qu'on annonçait le vigile victime de l'accident ferroviaire de Makondo simplement blessé, celui-ci a rendu l'âme quelques temps après succombant à ses blessures suite à une mauvaise prise en charge à Edea. Il rallonge ainsi la liste des nombreuses victimes des accidents ferroviaires au Cameroun qui pour beaucoup, notamment les 2 derniers, se ressemblent sur plusieurs points. D'abord par le fait qu'on parle dans les cas des écarts comme de Makondo de rupture d'attelage. À un moment donné sur le parcours, une partie du train se détache pour plusieurs raisons qui portent sur la vitesse ou sur l'ancrage des wagons. Dans les 2 cas, les wagons détachés se sont renversés et ont considérablement détruit la voie ferrée. Selon les experts, l'excès de vitesse sur certaines courbes couplées aux défaillances de freins justifie ces accidents. La qualité des wagons et la fiabilité du système d'attelage de ces véhicules est aussi questionnable. D'autres évoquent enfin la qualité et l'entretien des rails au Cameroun comme cause souvent proche ou lointaine de ces accidents ferroviaires.